Merci de votre invitation, Ni Hao. Alors, je suis Piero San Giorgio, je suis un écrivain suisse d'origine italienne. Et avant d'être écrivain, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les logiciels, dans le high-tech, surtout pour des sociétés américaines. J'ai aussi eu mes sociétés à moi et que j'ai vendues. Et depuis 2005, je me prépare à ce que je crois être l'effondrement économique de l'Occident, donc des États-Unis, d'Amérique du Nord et de l'Europe. Et j'ai écrit à partir de 2011 une série de livres qui ont été des best-sellers, qui sont traduits dans une quinzaine de langues à travers le monde et qui expliquent, notamment le premier, Survivre à l'effondrement économique, pourquoi, à partir de 2020, le système économique occidental, avec sa politique, avec son impérialisme, va s'effondrer, va complètement s'écrouler. Et je crois avoir vu juste, puisque déjà à partir de 2020, on a vu une chute phénoménale et très importante de l'économie occidentale, et ça continue, et c'est en train d'aller de plus en plus vite. Et surtout dans mes livres, j'explique comment l'individu, les familles, les gens qui se préparent comment ils peuvent essayer de limiter les dégâts pour eux et leur famille. Mm-hmm. Ben justement, vous êtes vraiment connu par votre livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, qui est publié en 2011. Et aujourd'hui, presque tout ce que vous avez annoncé dans le livre sont en train d'arriver en fait. Par exemple, pénurie, manque d'eau, dérèglement climatique, dette colossale et aussi crise alimentaire. Que vous faites partie de la population libre et autonome. Mais certains États considèrent les personnes libres et autonomes comme des ennemis. Eh oui, parce qu'avec la liberté vient aussi l'incapacité d'être gouverné par un État fort centralisé. Mm-hmm. Parce que l'homme libre, il n'a pas besoin d'un État fort et centralisé. Il dit, mais j'ai pas besoin, moi je vis très bien, j'ai pas besoin de subventions, j'ai pas besoin d'argent, merci, mais j'ai pas besoin non plus qu'on vienne me dire ce que je dois faire ou pas faire, ou comment je dois parler, comment je dois m'habiller, etc. Laissez-moi tranquille. Alors évidemment, il y a des limites à la liberté, et cette limite, c'est de la sagesse qui nous l'amène. C'est qu'évidemment, la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est assumer ses responsabilités par rapport à ce qu'on fait. Mmh. C'est très important, c'est qu'il y a la liberté, elle n'existe que parce qu'il y a des responsabilités qui vont avec. Mmh. Et ça, c'était très bien compris pendant des siècles. Et là, tout d'un coup, on nous explique que la liberté, c'est consommer, se divertir, etc., sans responsabilité, mais qu'il faut un État nounou, un État papa, je ne sais pas comment on peut l'appeler, matriarque ou patriarque, qui nous contrôle et qui très vite va nous enlever la liberté de consommer parce qu'il n'y a pas assez pour consommer pour tout le monde, en réalité. Et donc, une fois que le contrôle sera mis, de là à dire qu'il peut se débarrasser de la population, je pense que le pas peut être vite franchi. Mm-hmm. Mais quelle est votre observation concernant justement aux Pays-Bas? Il y a aussi des mesures qui sont... Voilà. Ouais. C'est un exemple tout à fait intéressant où l'État, ça c'est aussi typique du fait que l'État s'impose dans l'économie. Mais il y a 40 ans, l'État a décidé de subventionner les industries pour que les Pays-Bas, qui sont un petit pays, deviennent un grand producteur et exportateur agricole et qui produit beaucoup de pollution et de déchets, il faut le dire. Mais maintenant, parce que tout d'un coup on se dit, parce que l'idéologie a changé, maintenant l'État change les lois pour finalement forcer à la faillite toute l'industrie agricole qui a investi dans des systèmes de production qui ne fonctionnent qu'avec un certain niveau d'énergie, un niveau de productivité et un niveau de pollution. Donc là, on leur dit, bon, c'est fini. Mais évidemment qu'ils se révoltent, parce que ces gens, ils doivent vivre, ces gens, ils ont des familles. Alors moi, je suis le premier à critiquer l'agriculture industrielle, y compris celle des Pays-Bas. Et je pense qu'effectivement, l'erreur, c'était de les pousser à surinvestir et faire de l'industrie, de la production industrielle lourde. Enfin, aux Pays-Bas, on produit des tomates en plein décembre, alors qu'il fait nuit toute la journée là-bas. Eh ben, ils ont des lampes pour fabriquer des légumes toute l'année, etc. Bon, c'est absurde. Mais ce sont quand même des humains, des familles, des gens qui ont investi et on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, il faut arrêter. Il faut laisser faire le marché et petit à petit, de manière progressive, ceux qui avaient envie de faire de l'industriel, ils faisaient de l'industriel et le jour où le besoin change, eh ben, ils payent le fait d'avoir fait des mauvaises décisions.
Et ceux qui continuent à faire du bio et du local, parce qu'on peut produire aux Pays-Bas plein de choses localement et très bien, puisque c'est un pays avec beaucoup d'humidité, puis donc on peut produire certains types de produits, de légumes, etc. Mais pas à l'échelle industrielle, mais ils auraient pu vivre très très bien. Alors certes, ça veut dire que la population devrait payer sa nourriture plus cher, mais après tout, c'est important de bien se nourrir. Mais là, au lieu de faire cela, l'État, en fait, il joue le chef d'orchestre, il joue en fait, le dictateur, il décrète quelle industrie doivent vivre et quelle industrie doivent mourir. Et souvent, derrière, on voit que c'est des groupes financiers qui rachètent ensuite les terrains agricoles, qui rachètent les produits. Et le jour où ils en ont acheté suffisamment, tout d'un coup, on voit que les lois qui avaient forcé les paysans les agriculteurs à la faillite, tout d'un coup, ces lois sont abolies. Et tout d'un coup, il y a cette consolidation et on voit des grands groupes industriels avoir tout raflé pour pas cher et faire à ce moment-là des bénéfices importants parce que nous ne vivons même plus en Occident dans un système capitaliste. C'est une sorte de connivence entre des groupes industriels et les politiciens et avec des histoires d'argent et de corruption. On arrive en fait, comme pendant l'Empire romain, ça a été des périodes pareilles où en fait les grands propriétaires terriens rachetaient les petits en forçant l'État, en forçant l'État centralisateur de ne pas acheter leurs produits. Et donc ils faisaient faillite et les grands propriétaires les rachetaient et finalement mettaient en esclavage les petits. Et donc il fallait faire des réformes agraires régulières c'était quelque chose que Jules César a voulu faire d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a assassiné, c'est qu'il était du côté de la population et pas des riches. Et donc ces réformes agraires, eh bien, elles pourraient être évitées si on laissait simplement la liberté dans le commerce, dans l'industrie, et laisser faire l'innovation. Les gens qui découvrent une nouvelle technologie ou une nouvelle manière de faire vont prospérer. Et ceux qui restent, ou ceux qui ne savent pas s'adapter au changement du climat, du marché, de tout ce qu'on veut, eux déclinent et meurent et sont absorbés par ceux qui progressent. Mais c'est pas l'État qui doit être l'environnement, c'est pas l'État qui est corruptible à l'envie, qui doit décider de qui vit, qui meurt dans une économie. C'est complètement absurde, cette manière de voir les choses. Mm-hmm. Donc, nous ne sommes même plus dans du capitalisme, nous ne sommes plus dans un système de liberté, nous ne sommes même plus dans un système de capitalisme depuis 30 ans. Mm-hmm. Donc on va souffrir, parce que les recettes sont simples. Quand vous êtes dans un système d'économie planifiée, votre économie, elle va mourir. Et lorsque vous êtes dans un système d'économie libre, généralement, elle prospère. C'est comme ça.